Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième entrevue, ou qui relève de l'entrevue, comme on l'appelle, comme les grands de ce monde l'appellent, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Bouchard-Cholette, responsable des communications au cinéma public. Bonjour Ludie, bonjour Alexandre. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci d'être venu. Et on va parler donc un peu du cinéma public, qui est une salle de Montréal, une petite salle indépendante de 40 places. 39 39 places. places. Okay, Spécifiquement. c'est précis. Comme on l'a dit dans ces épisodes, on aimerait parler de cinéma, mais aussi de tout ce qui entoure le cinéma, pas uniquement inviter des réalisateurs, mais parler de l'environnement, et notamment là où on regarde le cinéma, c'est-à-dire la salle de cinéma. Pour commencer, moi j'aime bien commencer par un truc un peu ludique. Et je voulais vous demander si vous étiez d'accord de raconter un souvenir que vous avez dans une salle de cinéma. Un visionnement comme ça qui vous vient, où vous dites « Ah, ça c'était un moment marquant dans ma cinéphilie de spectatrice. » C'est beau ce que je dis. Mais j'ai un souvenir, entre autres, une fois, voir un film de Todd Haynes au Cinéplex et être le seul dans la salle, dans une grande salle du Cinéplex. Puis en tout cas, c'est aussi malheureusement, des pas très bons films de Todd Haynes des dernières années. Parce que Dieu sait qu'il en a fait des très très bons récemment. C'était lequel? C'était, c'était Wonderstruck. Ah ouais, celui dans le musée là. Qui est pas un mauvais film, mais qui est pas son meilleur. Je suis d'accord avec ça. Je valide ce jugement. Moi, je me rappelle d'une séance il y a comme 2 ou 3 étés. C'était quand il y avait Babysitter de Monia Chokri. Mm-hmm. Et j'étais au cinéma Beaubien. Et il y avait un spectateur avec sa femme. Enfin, un spectateur et une spectatrice, du coup. Mais lui, surtout, qui, d'abord, ont commencé à parler très fort pendant toute la séance. Et puis après, a commencé à écouter des messages vocaux sur son téléphone. Oh mon Dieu. Et après, a commencé à parler avec quelqu'un au téléphone. Et vraiment, tout le monde dans la salle était pleine. On est tout le monde était ébahi. On était, mais enfin, qui fait ça au cinéma? Et c'était drôle parce que ça demandait vraiment un regain d'attention pour faire « je me concentre sur le film ». Et du coup, je garde vraiment un souvenir hyper marrant de cette séance, alors que sur le moment, c'était vraiment très, très chiant. Et je pense que ça contribue à mon souvenir du film, où je le trouve très très drôle. Je crois qu'il était quand même un peu drôle, mais beaucoup plus drôle, je pense, parce qu'il y avait ce contexte-là. Voilà, c'est mon souvenir. Très bon souvenir. Ouais. Pour Alexandre, Moi, c'était Fais mieux que ça. C'était la Lumière Collective, donc il y a une petite salle indépendante, encore plus indépendante que le cinéma public. Qu'on aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup, qui projette des films expérimentaux. Et c'était un soir, donc il y avait plusieurs courts-métrages, et il y en a un qui était très très drôle. Et il y a quelqu'un qui rigolait tellement qu'il a dû sortir de la salle, parce que... Mais je pense que c'est qui là. en plus. Oui, mais je pense que tu étais peut-être là. Est-ce que j'étais là? C'était pour non, j'ai entendu parler de cette soirée-là. C'est une des projections que j'ai manquées, malheureusement. Le film, c'était Wild Philly Story, qui est un chef-d'œuvre de l'humour, mais qui est très difficilement accessible, malheureusement, parce que c'était projeté dans les musées. Zut. Et ça, c'était quand même... Ça m'est rarement arrivé que quelqu'un rigole tellement au film qu'il est obligé de sortir de la salle. Incroyable. Pour un bon argument en faveur des films expérimentaux. Absolument. Pas toujours, des fois, on rigole. Souvent, on rigole même. Et c'est un bon exemple pour montrer que le milieu de la cinéphilie québécoise, il est petit. Oui, très petit. Surtout celui des salles indépendantes. C'est vrai. On s'y croise tout le temps. Du coup, avant de parler un peu du cinéma public, on voulait d'abord savoir un peu... tu fais partie aussi de l'équipe de programmation. Et on voulait un peu te demander en quoi ça consiste, le travail de programmateur. On avait quelques questions, comme comment est-ce que vous vous organisez, quels sont les critères pour choisir des films? Oui, parce qu'on va au cinéma, mais on ne se doute pas qu'il y a des gens qui choisissent ce qu'on peut voir dans les cinémas. Ben, c'est ça le plaisir de travailler pour un cinéma. Ben, en fait, je pense qu'il y a quand même peut-être une exceptionnalité là, avec un organisme qui est aussi jeune et aussi petit que le nôtre, le cinéma public. Peut-être d'abord juste une précision que c'est ça. Moi, je suis responsable des communications. J'ai un collègue, Guillaume Potvin, qui lui est responsable de la programmation. Donc, c'est lui principalement qui s'occupe là, des bookings, là, de réserver les films, qui sélectionne aussi beaucoup de films. Donc, je dirais d'abord là, de reconnaître un peu le travail de Guillaume. Mais comment ça fonctionne en fait, nous, c'est on se rencontre une fois par semaine, tous les jeudis, l'équipe, disons, là, au cœur du cinéma, ceux qui travaillent à temps plein, ceux qui sont là depuis longtemps. C'est lors de ces séances-là, en gros, qu'on va discuter des films qu'on a vus au courant de la semaine dernière. On a comme un document Google Sheets avec des liens de visionnement. On parle de ce qu'on a vu.
sur notre ordinateur ou carrément en salle de cinéma. Mes collègues aussi sont critiques, là, donc ils ont accès à des projections de presse, donc on peut parler de ces visionnements-là aussi. Et la programmation se fait essentiellement au courant de ces réunions-là, parce qu'on décide les films, on décide aussi quel film reste à l'affiche, quel film quitte l'affiche, parce que c'est sûr que malheureusement, ça fait partie un peu du fonctionnement de notre... on est quand même une entreprise, on n'est pas subventionné complètement, donc on a quand même des revenus de billetterie sur lesquels on compte. Ça fait qu'on doit quand même prendre en compte aussi la popularité des films. Souvent, c'est des films qu'on aime qui sont populaires. Souvent, des films qu'on adore, malheureusement, ne le sont pas beaucoup. Et voilà, donc c'est ça, c'est qu'on a comme le privilège au cinéma public là, de... Moi, c'est ça, comme oui, les communications, c'est les réseaux sociaux, c'est l'infolettre, mais ça vient aussi avec finalement, en tout cas, j'ai carrément, littéralement, un siège à la table pour discuter des films qu'on programme, puis c'est vraiment un plaisir. C'est vrai que c'est vraiment cool. Et du coup, est-ce que vous avez une espèce de ligne directrice ou c'est vraiment l'appréciation des films qui vous fait les choisir? Idéalement, c'est l'appréciation des films. C'est assez rare qu'on s'est empêché de programmer un coup de cœur, vraiment un film qu'on adore, sauf si le film n'est pas accessible. C'est sûr qu'il y a un autre truc avec la programmation, c'est que le monde de la distribution, c'est un peu la jungle, en fait. Là. Chaque distributeur a ses propres tarifs, ses propres conditions. Je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans parce que c'est pas vraiment mon travail à moi, mais reste que, en tout cas, chaque distributeur a un peu sa personnalité. On sait, si c'est ce distributeur-là qui a le film, on pourra l'avoir à la sortie ou non. Bref. Donc, je vous dirais que l'accessibilité qui distribue le film, c'est peut-être le principal critère de si un film va prendre l'affiche chez nous ou non. On a aussi la permission parfois là, d'aller chercher des films qui ne sont pas nécessairement distribués au Québec via, en tout cas, encore là, c'est mes collègues Charlotte et Guillaume là, qui pourraient en parler plus longuement que moi, mais en demandant des permissions spéciales au ministère de la Culture, on peut aller chercher finalement nos propres films puis agir un peu en tant que distributeur. Donc ça, c'est surtout pour des films, en fait, justement, qui nous pointent particulièrement, auxquels on n'a pas accès ici. C'est que le plus possible, oui, on invite là, les films vraiment comme... Je pense que c'est la cinéphilie d'abord qui guide un peu nos choix de programmation. Puis après ça, bien sûr, en tout cas, c'est les films les plus populaires qui sont... On s'arrange pour avoir quelques films à l'affiche qui sont un peu nos vaches à lait et à travers ça, de programmer les films qu'on aime. Puis des fois, les vaches à lait, finalement, c'est aussi, comme je disais, des bons films qu'on aime. Bah oui. Et toi, tu travailles dans un cinéma qui est un peu spécifique, comme on l'a dit, qui est le cinéma public, qui se présente comme un projet de salle sur le site, ce qui est assez intéressant, parce qu'il n'y a pas juste une salle, il y a comme si quelque chose était constamment en création. Un cinéma en puissance. Exactement. Si tu pouvais peut-être nous parler un peu, donc présenter en fait quelle est la spécificité du cinéma public et après peut-être parler comment la programmation se structure autour de ce projet de salle. Donc, le cinéma public, ça a été fondé en 2021 sans lieu de projection. En gros, c'est vraiment ça a été annoncé et ça a été créé comme un concept de salle, en plus en pleine pandémie. Donc, moi, j'étais pas là en avril 2021, je suis arrivé en septembre, mais le premier été, en fait, ça a été des projections extérieures pour la simple et bonne raison que c'était impossible de projeté à l'intérieur. Et ça a été le début d'une collaboration avec le Livard qui se poursuit encore là, chaque été à travers notre programmation Bleu Soir. Et c'est au courant de l'été, finalement, qu'on a eu accès qu'on a été mis en contact, en fait, avec la Casa d'Italia, qui avait une salle de multimédia qui était très peu utilisée. Donc, au départ, c'est ça, la Casa d'Italia, ça avait été un peu... je pense que l'équipe la considérait un peu comme une espèce d'escale, parce qu'on a aussi toujours un projet immobilier, en fait, là, qui est, disons, sur le back burner, en bon anglais. On rêve d'ouvrir d'avoir notre propre lieu à 2 salles, voire 3 salles, en tout cas, dépendamment là, du budget, dépendamment de qu'est-ce qu'on trouve comme endroit. Avec un café-bar, ça serait vraiment... ça serait le rêve qu'on entretient. Mais finalement, c'est ça, disons, le projet immobilier, ça ne s'est pas
ça s'est pas déroulé aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Puis là, on s'est comme fidélisé un public à la Casa d'Italia qui veut qu'on reste là. Donc, je veux dire, c'est un beau problème. On est un peu pris là avec un public qui nous aime. Donc, idéalement, en fait, je pense que notre rêve le plus fou, ça serait à la fois d'ouvrir notre cinéma, mais de continuer à être actif dans Villeray, là, avec ce public-là qu'on a bâti au courant des 3 dernières années. Oui, parce que c'est vraiment devenu le lieu un lieu de quartier, quoi. Où moi aussi, j'habitais juste à côté à un moment, puis j'y allais souvent. Enfin, C'était cool d'avoir ce petit cinéma où retrouver les gens, les salles, la salle et les films. C'est ça. Idéalement, on croit que chaque quartier à Montréal devrait avoir sa propre salle de cinéma, puis que c'est ça, on n'est pas en compétition avec les autres salles. Idéalement, c'est vraiment comme ça serait un réseau, ça serait, je pense, comme l'idée de pouvoir sortir de chez soi, mettre ses chou-claques, puis juste aller voir un film comme ça, disons, sans trop avoir à planifier quoi que ce soit. Puis oui, c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient. Au départ, je pense que ça a été un peu difficile de faire comprendre aux gens. Puis ça l'est toujours, là, parce que les gens nous demandent est-ce que c'est un vrai cinéma? Est-ce que parce que vous n'avez pas de popcorn? J'ai failli te poser cette question d'ailleurs. Pourquoi pas de popcorn? C'est un sujet, disons, qu'on débat même intensément à l'interne. Là, pour l'instant, je vous dirais qu'on n'a pas assez... Bref, une question d'entretien ménager, parce que du popcorn, ça fait beaucoup de dégâts. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il n'y ait pas de popcorn. Oui, moi, je pense aussi. Mais j'aime beaucoup que ce soit aussi un débat intense à l'interne. Que genre, à chaque réunion, il y a, bon, les gars, popcorn ou pas popcorn? Bon, si c'était le cas à chaque réunion, je pense que c'est des réunions qui en finiraient plus. Hier soir, j'étais à une projection pour donner un autre exemple où quelqu'un s'est déplacé parce que la personne à côté d'elle mangeait du popcorn. Ah, oui. Ouais. Parmi le public aussi, en fait. Là, on en a débat intensément en salle, mais quand on demande l'avis du public, les camps pro-popcorn et anti-popcorn, il y a une importante polarisation au sein de oui, j'ai pu paraître enthousiaste avec le popcorn, mais c'est vrai qu'en plus, dans une salle comme ça, qui est quand même relativement petite, si quelqu'un mange du popcorn, ça s'entend partout, en fait. Bon, faudrait le tester. Moi, c'est plus d'avoir passé le balai après. Ah ouais, aussi. On a assez de choses à faire. Plein d'arguments. Voilà. On sent qu'il y a eu du débat derrière. Mais avant le popcorn, on parlait de quoi? Attends, là, j'ai l'impression qu'on s'égare quand même. Ah oui, de la salle du quartier. Oui, donc, oui, c'est ça, le fait de devoir un peu se faire connaître en tant que petite salle indépendante. C'est sûr que là, le modèle, j'ai l'impression que le modèle à Montréal, en tout cas, ça a commencé avec le cinéma moderne en 2017. Puis, en tout cas, il y a des liens là, entre Aude Renaud-Lorrain et Roxane Sayel, nos cofondatrices, étaient aussi à la direction du cinéma moderne. Donc, l'idée, c'était un peu de propager ce modèle-là ailleurs que dans le Myland. Mais c'est ça, le moderne a quand même sa propre salle, l'Opinion sur rue, sur Saint-Laurent, le café-bar, carrément même comment on appelle ça déjà avec les ampoules, comme au cinéma Beaubien. Ah, l'enseigne? Ouais, non, j'ai un autre mot. La marquise. Ah oui, alors genre... Voilà, le mot de la journée. C'est la marquise, bref, dans le sens que les gens n'ont pas... je dis ça, en fait, là, je me rappelle, parce que moi, j'étais barman au Moderne. Les gens nous posaient quand même la question, le bar s'appelle Cinéma Moderne? Puis là, je disais, mais non, on a une salle de cinéma à l'arrière. Donc, c'est parce que c'est sûr que dans l'économie, en tout cas des cinémas en Amérique du Nord, les gens quand on leur parle de cinéma, ils pensent au Cinéplex, évidemment, là, au multisalle, puis au cinéma plein écran, c'est-à-dire, en tout cas, des films qui sont là, qui sont à l'affiche à chaque jour. Le concept du cinéma à une salle qui joue des films, pas le même film à chaque jour à 14h, à 16h, 18h, etc. Donc, ce qu'on appelle le plein écran. C'est sûr que quand tu as une salle de cinéma, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, c'est des programmations qui sont mouvantes. Le film est à l'affiche, disons, 3 fois ou 2 fois la semaine de la sortie. Dépendamment de sa popularité, il va rester à l'affiche 2 jours, 2 projections finalement la semaine suivante, mais pas les mêmes journées. Bref, c'est vraiment un genre de programmation où est-ce que tu n'as pas le choix de prendre l'horaire, d'aller sur le site Internet puis de voir, OK, le film, et quand est-ce que je peux l'attraper sur une salle? Donc, c'est ça. Je pense que les gens de plus en plus comprennent un peu plus ce concept-là, puis finalement comme apprécient l'idée finalement d'un petit cinéma un peu artisanal, là, d'un cinéma qui fait avec les moyens du bord, puis qui présente c'est ça, une petite équipe qui choisit ses films. Et est-ce que cette position de cinéma de quartier influence la façon dont vous allez choisir les films, ou en tout cas l'espèce de... Il faut créer une programmation, mais qui n'est pas celle d'un cinéplex, mais qui en même temps doit accueillir le public local, on va dire?
Ça n'a pas été très difficile de se distancier du Cinéplex. Dans l'équipe, on a tous des cinéphilies assez... c'est assez... Oui, moi, je pense que moi, j'adore la culture populaire. J'aime un blockbuster en salle comme n'importe qui. Mais c'est ça, reste que les films qu'on aime, en tout cas, puis vers lesquels on tend, ça n'a jamais été uniquement la programmation, disons, là, du Cinéplex. Ça fait que ça n'a pas été un effort de se distancier. Mais en termes de, comme finalement, de la localisation, tu sais, puis du public, notre mandat, en fait, de salle de quartier dans la programmation, c'est sûr que ça se reflète. On finit par comprendre qu'est-ce que notre public aime, qu'est-ce que le public aime moins. On a réalisé, par exemple, que c'est ça, les séries B, des trucs un peu plus, c'est ça, comme cinéma de genre. Nous, c'est un truc qu'on aime puis qu'on aime programmer, mais c'est plus difficile d'attirer un public pour ces films-là. C'est que ça, c'est un truc désormais qu'on est conscient. Pas qu'on s'empêche de programmer ces films-là, mais que c'est ça, une espèce de trait de notre public qu'il faut prendre en compte. Et pour le cinéma local, en gros, pour le cinéma québécois, la vie des films québécois en salle de cinéma, elle est souvent très courte. Nous, le privilège de la petite salle, c'est qu'on peut récupérer les films une fois qu'ils quittent le Beaubien, le Parc ou les autres salles. En fait, qui sont des salles indépendantes aussi, là, il faut le dire. Puis finalement, prolonger la vie de ces films québécois-là. Moi, je voulais poser un peu des questions parce que dans ce podcast, on réfléchit surtout le cinéma documentaire. Et dans les salles grand public, mais aussi dans les salles comme Cinéma Beaubien ou Cinéma du Parc, c'est quand même plutôt en marge, le documentaire. C'est pas souvent qu'il arrive à être projeté. Et quand ça va l'être, c'est plutôt des films qui sont dits grand public, genre le film Demain là, de Mélanie Laurent, qui était projeté partout. Ouais, donc c'est pas les... Demain de Mélanie Laurent, ça date là maintenant, mais moi je me rappelle que c'était. Je crois que ça a 10 ans presque. Ouais, j'ai des vieilles rêves. Mais donc c'est quand même pas les films qui ont les expérimentations documentaires les plus folles, disons, c'est plutôt classique, Demain dans sa forme. Et du coup, je me demandais quelle place ça occupe le documentaire dans vos choix de programmation. Est-ce qu'il y a une attention particulière au fait que c'est des documentaires vs de la fiction Non, c'est pas une question qu'on se pose, mais je suis quand même très heureux que vous posiez la question parce que quand je pense aux films qui ont été les plus, disons, comme les plus populaires dans l'histoire du cinéma public, si on se faisait un top 5, j'ai pas les données devant moi, mais ça serait presque exclusivement du documentaire. Oh, cool! Ouais, ça fait que ça, c'est, disons, une agréable constatation. Un agréable constat. Rapidement, comme ça, moi, je pense que notre film le plus populaire de tous les temps, c'est soit Geographies of Solitude de Jacqueline Mills ou Fire of Love de Sarah Dossa. Il y a quelques années qui étaient restés à l'affiche pendant presque 1 an, l'un et l'autre. En ce moment, la bataille de Saint-Léonard, ça n'arrête pas de remplir la salle. Puis c'est notre film le plus populaire en ce moment. Donc, c'est pas un choix, c'est pas des choix qu'on fait. Je pense qu'en fait, on a tous un espèce de biais positif, j'ai l'impression, dans l'équipe pour le documentaire, mais c'est pas un truc qu'on nomme nécessairement. En fait, qu'on nomme jamais. Mais le résultat de tout ça, c'est que le documentaire prend quand même, c'est ça, beaucoup de place. Je pense que c'est aussi, ça en dit aussi, peut-être moins sur notre sensibilité de programmatrice là, de cinéphile que sur le milieu de la production au Québec. Moi, je crois que de soumettre un projet de film en tant que documentaire, ça permet à la réalisation plus de liberté, peut-être. Ça permet de sortir d'un format qui est souvent, en tout cas, quand tu déposes un projet, j'ai jamais déposé de projet de film, mais c'est les échos que j'entends, là, que tu dois souvent, en fait, te remettre un peu, avant même d'avoir commencé à faire le film, un scénario, un canevas, alors que le documentaire, tu soumets une proposition, puis tu peux, en gros, réfléchir le film en le faisant peut-être plus qu'avec la fiction. Donc ça, c'est une hypothèse, parce que moi, ce que je constate, en fait, c'est que souvent mes films québécois, mes films nationaux préférés, c'est des films qui relèvent plus du documentaire, là, où le réel s'injecte et est injecté de manière plus directe. Mais c'est ça, c'est que des hypothèses, parce que je pourrais pas vous dire, c'est ça, disons, comme il n'y a pas de silver bullet pour comprendre.
Je suis très content que tu aies dit qu'il relève du documentaire parce que tu as vraiment repris le Oh, titre wow. de notre podcast dans ta réponse. Extraordinaire. C'était prévu. Très corpo. Génial. c'est très bien. C'était corpo. On t'a briefé avant pour le faire. Non, mais c'est chouette de voir aussi que du coup, il y a vraiment un public pour aller voir le documentaire aussi. Ce qui est chouette, c'est d'avoir un lieu où on peut les projeter. Et c'est vrai que souvent, on regarde plutôt, en tout cas toi comme moi, si ça passe au cinéma public quand il y a des documentaires, parce qu'on sait qu'il n'y a pas énormément d'autres lieux, le moderne un peu aussi, où on pourra aller les voir. Mhm. Donc de savoir que ça peut devenir aussi un peu ce lieu-là, cet espace pour les documentaires, pour qu'ils puissent exister dans un circuit cinématographique et pas juste dans des plateformes obscures Oh, où non. on pourra essayer de les trouver. Ben, ceci dit, on les aime, nos plateformes obscures. On les aime aussi, Shout-out à effectivement. Tank, qu'on aime beaucoup. Puis qu'on voudrait que. en C'est tout pas cas- si obscur, Tank. C'est pas si obscur. Non, non, non. D'ailleurs, en tout cas, je vous recommande. C'est un beau cadeau à offrir pour Noël, un abonnement à Tank. Mais oui, c'est ça. Par exemple, aussi, un autre truc, un peu exactement dans ce que tu soulèves, là, l'idée de sortir un peu les documentaires des circuits où est-ce qu'on s'attend plus à les voir. Là. On a, au fil des années, en tout cas, bâti une amitié avec les RIDM en particulier. Puis là, en fait, la semaine dernière, par exemple, là, on programmait, pour la 2e année consécutive, on montait un programme de rattrapage des lauréats. Surtout, en fait, les films internationaux qui remportent des prix au RIDM, mais qui, après ça, disparaissent finalement de la circulation au Québec parce qu'ils sont rarement distribués. Donc, puis en plus, une fois que les prix sont annoncés, souvent, en fait, c'est même plus possible de les voir en festival. Donc, ça, c'est vraiment un projet dont on est très satisfait. C'est ça, c'était la 2e année, qu'on faisait ça. Et même, en fait, finalement, au courant de l'année, c'est toute la programmation nationale aussi, des RIDM, cette année en particulier, qui était tellement forte. Donc, les films de Jean-François Lesage, les films de Pablo Alvarez-Mesa, les films de Sylvain L'Espérance, etc. Attendez-vous à les voir sur notre écran au courant des prochains mois. C'est super. Moi, j'ai loupé les RIDM en plus, donc je vais pouvoir tout rattraper. Est-ce qu'il y a un travail d'éducation, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas de créer une culture autour du cinéma documentaire, justement, pour habituer les gens à venir chez vous? Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça, à comment peut-être modifier la façon dont les gens vont au cinéma? Ça serait une question à poser plus peut-être à Anthony, qui est en charge des projets de médiation culturelle, parce que nous, on n'a pas vraiment de réflexion, disons, sur... Ben, je veux dire, oui, j'imagine, là, mais dans nos réunions, c'est pas vraiment les questions qui sont posées. Mais idéalement, puis j'ai l'impression que, là, par exemple, mais c'est peut-être... J'ai l'impression que c'est les films qui font le heavy lifting, là, qui... Par exemple, c'est ça, Geographies of Solitude, qui avait été une espèce de succès assez... en fait, non, je pense que personne s'attendait vraiment au succès de ce film-là en particulier. Parce que souvent, en fait, je pense qu'on peut expliquer le succès de certains documentaires par le sujet qu'ils abordent. Alors qu'avec Geographies of Solitude, oui, il y avait la question de l'environnement, il y avait des... Puis la prémisse de ce film-là était assez extraordinaire aussi, là, de cette femme-là seule sur son île à s'occuper de... C'est ça, parce que c'était surtout ça la thématique du film, c'était d'aller explorer l'île cinématographiquement. Oui, exact. C'est ça, c'est vraiment, vraiment un film d'exploration. Là. C'est vraiment pas un parler de format. C'est un film qui s'est fait... qui s'est fabriqué complètement, finalement, comme sur place. Là. Puis, donc, exactement, finalement, le genre de film qu'on souhaite qu'il y ait du succès. Puis dans ce cas-ci, on est tellement heureux que c'est le film que le public a adoré. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'une fois qu'on programme les films que les gens... qui pointent les gens, moi, je pense que... on a-tu un devoir de médiation au-delà de ça? Idéalement, si on avait plus de subventions, peut-être. Il y a aussi tout un enjeu, j'imagine, avec la mise en avant du cinéma québécois. Comment ça, c'est quelque chose que vous appréhendez? Donc oui, les films québécois, bien sûr, on est surtout, comme je disais, on a une production documentaire qui est très, très riche au Québec et une diffusion qui souvent pas à la hauteur, je pense, la qualité de ces films-là. Ça fait que c'est sûr que nous, c'est un mandat qu'on se donne de donner de l'espace autant à nos fictions que nos documentaires, mais oui, donc les documentaires québécois qui sont très, très beaux, qu'on programme souvent. Parce que ce qui est assez intéressant avec le public, c'est que le cinéma public, c'est que vous avez en plus donc des séances, il y a aussi pas mal de séances avec des Q&A à la fin, avec des invités, donc il y a aussi tout un
un travail peut-être d'emmener la salle de cinéma au-delà de ce simple lieu où on va voir un film, mais peut-être, comme tu parlais de médiation culturelle, un vrai lieu de médiation. Est-ce que ça, c'est une adaptation par rapport à ce qui s'est passé tout au discours qu'il y avait à un moment donné sur l'arrivée des plateformes et le risque qu'elles engendraient sur le cinéma? C'est quelque chose qui était très actif avant la pandémie et pendant la pandémie, à ce que les salles de cinéma vont disparaître, parce que maintenant, on regarde sur les plateformes et les plateformes même projetaient leurs films en simultané au cinéma et sur la plateforme. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Par exemple, Disney est revenu sur ça, ne fait plus de sorties simultanées. Et j'ai l'impression que ces débats sont moins prégnants qu'avant. On en parle toujours, notamment avec Christopher Nolan, par exemple, qui fait qui met beaucoup de l'avant le fait qu'il faut aller au cinéma, que ses films sont pensés pour le cinéma. Il fait des sorties 70 mm qu'on peut voir qu'au cinéma. Oh, oui. Donc il y a encore des acteurs qui sont très actifs sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression qu'on est un peu passé à travers la crise, vraiment, qui était là où on s'est rendu compte, et qu'on est dans peut-être une autre période de stabilité par rapport à ça. Comment vous voyez ce changement-là, cette période aujourd'hui, et comment vous êtes adapté à tout ça? Ben, je vais séparer ta question un peu en deux parties. La question des discussions avec invités, puis la question de comment est-ce qu'une salle se réfléchit suite au succès des plateformes de streaming. Donc, c'est ça, c'est évident que la montée des plateformes de streaming, ça a probablement nuit comme aux plus grosses salles de cinéma. Là, j'avance ça sans vraiment... j'avance ça un peu en sortant ça de mon chapeau. Mais pour des petites salles comme la nôtre, je crois au contraire que ça a été un peu... que ça a peut-être joué en notre faveur, dans le sens que... je crois qu'ici, il y a un constat à faire, c'est que oui, il y a quelque chose avec... il y a bien sûr l'argument là, du confort, là, puis disons de la facilité du streaming. Je pense que le streaming est là pour rester, mais que la salle de cinéma, dans le sens que c'est pas une expérience qui est comparable, sans nécessairement réduire celle du streaming, parce que moi, je regarde beaucoup de films en streaming chez moi. En tout cas, je suis quand même convaincu, puis notre équipe est convaincue aussi, qu'il y a quelque chose dans la salle de cinéma qui n'est pas recréable dans un salon, qui n'est pas recréable chez soi. Le fait d'être dans le noir, le fait de vivre un film avec d'autres personnes, le fait de pas pouvoir, dans mon cas, pas pouvoir faire pause pour aller aux toilettes n'importe quand, puis regarder mon téléphone, dans le sens qu'il y a comme une espèce d'hygiène, une espèce de décorum dans une salle de cinéma qui incite vraiment comme à porter attention complètement au film, puis qui encourage cette attention-là. Donc, surtout dans une époque comme la nôtre où l'attention est aussi... disons, est aussi sollicité de tout bord, de tout côté, puis où est-ce que notre capacité à porter attention est aussi, je pense, affaiblie par la nouvelle écologie là, des médias. Donc, pour toutes ces raisons-là, je crois très fermement là, dans la pertinence là, de la salle de cinéma comme lieu d'expérience des films puis des arts. Et donc, au niveau des conversations puis des discussions, ça, c'est une autre chose. C'est sûr que... est-ce que ça a à voir avec le streaming? Probablement d'une manière ou d'une autre, mais je pense que c'est surtout par rapport à... On a surtout, en fait, dû réfléchir à notre spécificité puis à comment est-ce qu'on peut finalement se différencier des expériences des autres salles de cinéma avec les moyens qu'on avait, c'est-à-dire peu de moyens. Donc, une salle dans laquelle on a quand même beaucoup investi. On a, à travers les années, comme un écran de cinéma, un système de son 5.1, un projecteur DCP. Donc, je ne peux pas non plus dire qu'on a zéro moyen. Si vous venez, en tout cas, l'expérience vraiment de visionnement dans notre salle de cinéma, elle est très chouette. C'est pas ça que je veux dire, mais que quand même, c'est ça qu'il fallait... on n'a pas le Dolby Atmos, on n'a pas le IMAX, on n'a pas l'expérience vraiment comme immersive là, par laquelle, disons, d'autres salles ont trouvé leur propre distinction. C'est que nous, très rapidement, en fait, l'idée de maximiser les opportunités pour rencontrer les cinéastes, pour rencontrer les artisans, ça a été une façon c'est ça, d'aller chercher finalement notre spécificité en tant que salle de cinéma. Puis on s'est rendu compte, d'abord, un truc que nous, on aime beaucoup, de un peu compléter puis de poursuivre l'expérience des films à travers la discussion, mais aussi, finalement, notre public, évidemment, c'est sûr que c'est l'appréciation du public d'abord qui
qui nous tient à cœur. Là. Puis c'est sûr, c'est quelque chose que le public apprécie énormément, là, de pouvoir finalement, c'est ça, comme interroger, peu importe les questions, peu importe même, c'est ça, que ce soit des questions, des appréciations, de pouvoir un peu avoir un contact avec les artisans. Cette salle multimédia-là, disons, ça n'a pas été construit comme une salle de cinéma, mais c'est entre autres, il y a des bancs sur les côtés qu'on ne met pas en vente parce que c'est, en tout cas, bref, c'est une espèce de disposition qui a été créée peut-être plus pour les conférences, pour être un peu un genre d'espace modulaire, alors que nous, finalement, notre fonction, en tout cas, on s'en sert presque exclusivement pour des projections. Mais ça donne que c'est un lieu qui est vraiment parfait pour accueillir des gens, pour discuter. On se sent, il y a comme une intimité. Puis dans cette salle-là, qui, je pense qu'on retrouve... Ouais, non, je pense que je peux dire qu'on retrouve pas comme dans d'autres salles que j'aime beaucoup. Je pense à ça. Je pense au cinéma public, je pense à la lumière collective, puis au moderne, comme dans des lieux où est-ce qu'on peut avoir des discussions là, presque, puis se sentir presque dans notre salon, finalement, là, pour parler des films. Parce que c'est juste une intuition, mais j'ai l'impression que effectivement les cinéplex misent beaucoup sur maintenant la plus-value d'aller voir le film au cinéma, et ils misent d'ailleurs beaucoup sur le son, le Dolby Atmos, parce que ce qui va changer, pour prendre un exemple un peu canonique entre un Marvel, entre le voir chez soi et le voir au cinéma, c'est surtout le son. Parce que ton système de son, à toi, il est stéréo. Au mieux, tu as un 5.1 si tu as un peu d'argent à investir là-dedans, mais tu n'as pas le truc. Et j'ai l'impression que l'autre pendant, c'est vous, et c'est qu'au lieu de dire, nous, on va vous donner cette expérience sonore, visuelle extraordinaire. En même temps, je ne pense pas que voir Dahomey en IMAX, Atmos, ça ait beaucoup d'intérêt. Mais vous allez leur dire, on va vous faire du lien social, on va vous offrir une expérience qui est effectivement différente que chez vous, mais parce que on emmène le cinéma au-delà du film, presque, j'ai envie de dire. On vient appuyer sur cette dimension collective de la salle de cinéma, vraiment, plus que juste le fait d'être ensemble. Oui, je pense que tu touches à quelque chose. Mais puis moi, j'ai envie un peu de compléter ton idée en disant que c'est ça qu'au-delà, je pense que le cinéplex, comme puis les grandes salles ont cherché peut-être... en fait, ça a commencé bien avant le streaming, là, l'idée en tout cas de miser sur... En fait, c'est probablement ça, au début de l'histoire du cinéma, de plus en plus pouvoir miser sur la dimension spectaculaire de l'expérience en salle. Donc, c'est ça que avec la télévision, c'était déjà ça. C'était comment on va ramener les gens qui sont à la télé au cinéma. Et je crois que c'était le cinémascope ou un truc comme ça. C'était nous, on va vous faire des images super grandes. Exactement. Puis après ça, je pense les années, quand la vidéocassette est arrivée, ça a été les multiplex, puis ça a été une autre chose. Là, finalement, quand le cinéma était disponible, quand les films étaient disponibles un peu sur demande à domicile avec la vidéo. Donc, c'est ça, ça se poursuit aujourd'hui. Puis, comme finalement, le IMAX aujourd'hui, le Dolby Surround, peu importe tous les dispositifs techniques qui permettent, comme, disons, une expérience spectaculaire du film. Je pense qu'on a fait comme le pari, nous, que c'était. Je pense que techniquement, tu essaies d'être le plus juste possible, puis avec les moyens que tu as, de donner une expérience la plus. Du moins la plus fidèle au film, là, comme de respecter finalement les mixages sonores, de respecter l'étalonnage. Donc ça, c'est sûr que des appareils dispendieux, ça permet d'assurer cette fidélité-là. Mais je reviens un peu à ce que je disais sur comme finalement la salle de cinéma, comme la salle noire, juste comme façon comme dispositif d'attention finalement, là, d'être en... Regarder un film en salle, c'est pas nécessairement... T'as pas besoin de brasser les gens sur leur siège pour les engager. Je crois que ça suffit finalement d'être assis dans une salle obscure avec des étrangers pour que la magie s'opère finalement. Et oui, c'est ça. Je suis sur la dimension... écoute, je pense que c'est pas moi qui ai choisi le nom de cinéma public, mais j'ai l'impression que dès le départ, Roxane et Aude, quand elles ont choisi ce nom-là, il y avait quelque chose là, de la collectivité et de la communauté qui était un peu finalement à l'origine de la vision de ce projet-là et qui se poursuit là, de manière très, très naturelle jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la 4DX qui existe, j'oublie ça. La 4DX, c'est quoi? C'est des sièges qui bougent. Ah mon Dieu, oui, mais j'en ai jamais fait l'expérience. Non plus.
peux aller voir Mission Impossible et tout te faire Ben secouer oui, bien dans sûr. tous les sens. Wicked, peut-être. est-ce que- On te fait voler pendant Defying Ben Gravity oui, pourquoi pas. avec Elphaba. Mais ouais, exact. Et c'est drôle parce que j'avais en fait interviewé Aude et Roxane, mais il y a très longtemps. Hmm. Et, il y a très longtemps, pendant la pandémie. Et justement, il y avait elle me parlait de cette idée de plus-value en fait, par rapport au streaming, c'était de proposer quelque chose qui un peu événementiel en fait du cinéma et par justement le Q&A ou ce genre de choses. Oui, exactement. Ben, je pense que tu le dis, là, juste l'idée comme d'événement, là, peu importe, de faire de l'expérience du film un événement, tu sais, comme que c'est ça qui se passe, qu'il n'y a pas... c'est... Parce que, bon, en fait, je fais je vais faire mon coming out médiatique comme personne qui a le TDAH assez sévère. Donc, en tout cas, c'est ça, ma discipline là, de visionnement de films à la maison est très, très pauvre. Puis c'est vraiment quelque chose... C'est ça, pour moi, c'est en salle qu'un film s'expérience. Exact, ouais. S'expérimente. Bah moi, je trouve ça intéressant, cette idée de prolongement du film, parce que je trouve que ça a été souvent expérimenté comme un outil pour politiser la salle de cinéma aussi, pour permettre une forme d'éducation au regard des spectatrices. Et moi, c'était une question un peu que je voulais te poser. C'était, voilà, est-ce que le cinéma public se considère comme une salle politisée, notamment parce que vous avez projeté des films palestiniens aussi cette année. Et voilà, comment est-ce que vous avez décidé? Est-ce que c'est quelque chose qui est acté? Pour préciser, c'était en collaboration avec Regard Palestinien, Oui. c'est ça, Oui, qui est une exact. association montréalaise Ouais, oui. c'est ça, qui organise toute l'année des projections avec différents organismes. Et vous avez participé à plusieurs de leurs projections. Oui, donc ben, c'est ça, Regard Palestinien qui est constitué de... Je pourrais pas nommer toute l'équipe, mais en tout cas, quand même, shout-out à Farah, à Razan, à Mohamed, qui font un travail tellement important puis tellement vital là, sur la diffusion de cinéma de la Palestine à Montréal. Donc, au départ, à la fondation de ce projet-là, l'intention n'était pas d'être un cinéma, disons, militant, activiste. Il y a des organismes comme Regard Palestinien, comme comment il s'appelle déjà, Cinéma Politica, qui dans la diffusion, là, qui donne vraiment un mandat, ben, ça le dit dans le nom, de distribuer des films qui sont engagés politiquement. Nous, c'était pas nécessairement notre mandat explicite au début. Après ça, on n'y échappe jamais à la politique en général. Donc, quand le choix, disons qu'on a dû faire un choix, le choix finalement, ça s'est imposé à nous. Quand est-ce que ça s'est imposé à nous? Parce que au départ, on avait une collaboration, disons, assez organique, puis sur laquelle il y avait pas, en fait, on n'avait pas vraiment à se poser de questions, parce que c'était finalement des amis, ou du moins, en tout cas, des partenaires là, qu'on connaissait, puis dont on respectait beaucoup le travail de programmation, puis le travail d'activisme aussi. Surtout, nous, au cinéma public, ça avait commencé avec Regard Syrien au début. Et ça s'est problématisé sans trop tomber dans les détails. Je pense qu'en tout cas... L'année passée, les spectateurs... Il y a eu des petites polémiques dans le milieu de la cinéphilie à Montréal. Bon, écoute, c'était affaire publique. Je pense qu'on peut quand même en parler. Là, une programmation organisée de concerts par Orchamps et Regard Palestinien des films de Jocelyne Sab qui a été annulée au Cinéma du Parc pour une raison ou une autre. Bref, donc le Cinéma du Parc avait fait ce choix-là. Il y avait leur raison. Et que nous, finalement, en tout cas, on avait notre propre collaboration avec Regard Palestinien là, qui suivait quelques semaines plus tard. C'est avec là, le choix, c'était est-ce qu'on prend cette décision-là ou la décision, c'est-à-dire de... Ouais, est-ce qu'on fait ou on se fait pas? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on se décide d'être frileux puis de... Mais bref, pour nous, c'était assez évident. De un, au sein de l'équipe, qu'on voulait que cette collaboration-là ait de l'avant. Et ainsi aussi que finalement, parce que notre public, je crois que comme à Montréal, dans le milieu des arts à Montréal, j'ai l'impression qu'il y a bien des milieux dans le monde, malheureusement, où est-ce que, en tout cas, la polarisation peut être, en tout cas, être un frein, en tout cas, puis carrément où est-ce qu'on tombe dans la censure de l'expression. J'ai l'impression qu'à Montréal, en tout cas, on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux. Là, après ça, je veux pas... ce qui se passe à Concordia, ce qui s'est passé à McGill il y a
des enjeux de liberté d'expression, il y en a aussi ici. Disons que pour vous, il y avait moins de stress par rapport à cette liberté d'expression si vous décidiez de faire la projection. Ouais, puis ça, je veux revenir un peu aussi au privilège d'être une petite salle, le privilège d'être un petit organisme avec un petit public, dans le sens que comme on est un petit joueur et il y a moins d'yeux sur nous, les personnes, en gros, ça avait commencé avec une pétition au Cinéma du Parc. C'est quelqu'un qui avait déposé une pétition. Nous, on a peut-être eu là, comme la chance, on pourrait dire, on n'a pas dû répondre à une pétition qui aurait été déposée au cinéma public, parce que je pense que les gens s'en foutent un peu du cinéma public. Les gens notre public, non, mais... Ceux qui lanceraient des pétitions. Exact. Moi, je ne suis pas convaincu que c'était un spectateur du Cinéma du Parc. Peut-être, bref. Ça, je pense que c'est une chance, cette espèce d'agilité-là que ça permet d'être une plus petite salle, de pouvoir se positionner sans avoir à répondre sans avoir, bien sûr, répondre à un CA, mais dans notre cas, on est chanceux d'avoir finalement l'appui du CA sur cette collaboration-là avec Regard palestinien, puis parce que depuis, en fait, c'est évident qu'au sein des programmateurs, des programmatrices à Montréal, en ce moment, il y a une espèce d'urgence, évidemment, pour multiplier un peu ces initiatives-là. C'est que là, au courant de la dernière année, au-delà de Regard palestinien, il y a eu beaucoup de propositions qu'on a eues de montrer des films, soit des films palestiniens ou des films, en tout cas, avec des levées de fonds en soutien à la Palestine. Puis, c'est ça. C'est quelque chose qui, c'est évidemment une situation qui préoccupe énormément notre public, puis qui nous préoccupe, nous aussi. Ça fait que donc, c'est ça. Je pense que c'est dans ces... Personne n'y échappe à la politique. C'est ça, comme tu disais, ça s'est présenté à vous. Quoi. Ça s'est présenté à nous. Puis aussi, je me rappelle d'un truc on avait eu une table ronde l'année dernière avec les RIDM où est-ce qu'on parlait un peu du mandat des institutions avec les activistes, avec les programmateurs, disons justement comme les organismes comme Regard palestinien. Puis un truc que disait quelqu'un de Regard palestinien, c'est que le rôle, idéalement, des institutions, c'est un peu comme de protéger. On n'est pas seulement un vaisseau. Oui, on donne une plateforme à Regard palestinien, mais notre responsabilité, idéalement aussi, c'est comme une fois qu'on a dit oui à une programmation comme ça qui est politique, puis qui est montée par des programmateurs comme Regard palestinien, qui, en s'exprimant publiquement sur des questions comme ça, évidemment, prêtent le flanc à sur des critiques puis à toutes sortes de violences même. Donc, c'est ça. Idéalement, le rôle d'une institution, ça serait aussi de protéger ces personnes-là qui font le travail. De juste être un vrai allié dans cette... parce que c'est ça, nous, on n'est pas, je dirais... On n'est pas c'est pas de l'activisme qu'on fait, je pense, de programmer. J'ai l'impression que il y a une distinction à faire entre regarder des films politiques puis être impliqué politiquement. D'ailleurs, c'est un apprentissage pour tous. Donc, pour moi, j'ai l'impression que je suis peut-être un peu trop confortable dans le fait de regarder des films politiques, puis que j'aimerais être plus actif politiquement, mais c'est pas le cas de l'équipe de Regard palestinien qui, eux, justement, comme font... oui, ils programment des films, ils sont dans la rue aussi, puis font des campagnes de sensibilisation, puis sont comme actifs politiquement. Donc, pour moi, c'est ça, c'est un peu un sentiment de devoir d'être un allié de ces personnes-là qui font ce travail-là. Je trouve ça très, très chouette d'entendre qu'il y a des vraies réflexions avec les RIDM et tout ça, de vous poser la question de c'est quoi notre rôle, d'avoir un peu conscience de vos possibilités, de faire OK, comment on se... J'aime savoir que c'est vraiment des trucs qui sont réfléchis et pas juste subis si tout d'un coup il y a une médiatisation, que c'est un truc que vous vous êtes dit avant, OK, comment on agit, qu'est-ce que quoi, je trouve ça, mon Dieu. Ça bien à savoir. Écoutez, moi, c'est ça. Heureusement, oui, je suis responsable des communications, mais je pense que c'est pas juste un enjeu de PR. Je pense que c'est des questions très fondamentales sur lesquelles on doit réfléchir profondément. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait un peu la semaine dernière dans l'épisode sur Dahomey, où moi j'avais une anecdote par rapport au RIDM, où, pour revenir un peu plus sur la salle de cinéma en tant que lieu de la politique, par exemple, et où j'étais allé voir No Other Land au RIDM pour répéter l'anecdote, et quelqu'un mangeait du popcorn à côté de moi, justement. Et
vu qu'on était au Cinéplex, parce que c'est là où ça se passe, le RIDM, Mhm. bah, il y avait une espèce de continuité entre aller voir un blockbuster et où manger ton popcorn et aller voir un film donc sur le génocide en Palestine Mhm. avec ton popcorn. Comme si il y avait, le Cinéplex, c'était le lieu des deux. Et peut-être que le cinéma public permet justement cette scission entre le cinéma de divertissement grand public et un autre cinéma qui pousse à d'autres réflexions. C'est ta meilleure justification pour ne jamais avoir de popcorn. Ouais, hein. mon Dieu. C'est quelque chose d'un peu obscène. C'est un peu Euh, dissonant d'avoir quelqu'un à côté de soi oui. comme ça. Et ce qui est le lieu, en fait, le lieu du Cinéplex fait que tu peux voir un Marvel et un documentaire sur la Palestine C'est le même geste. dos à dos presque. Oh, oui, Même ça. lieu. Écoute, mon Dieu, ça, c'est sûr que. Ben, idéalement, il n'y aurait jamais vraiment de. Oui, je comprends ce que tu veux dire par une scission, mais je pense qu'on est. Parce que dans le sens que du cinéma populaire. Comme dans la programmation, c'est pas comme si on avait un seul. Je pense que tu sais, le cinéma le cinéma comme spectacle, on l'a aussi, je veux dire. On a passé là, que. C'est quoi mes exemples récents? Là? Bird. Comment? J'ai dit Bird, parce que c'est pas politique comme Ah non, c'est vrai, c'est très peu politique. Mais disons, si on veut être dans le. Je sais pas, c'est vraiment à la limite dans le divertissement. On avait, voyons, Vous avez fait The rival Substance, d'Akira. ou- On avait The Substance qui est. Mais bon, est-ce qu'on peut dire qu'un film est complètement dans le divertissement versus, disons, parce que je pense qu'il y a quand même un argument en faveur de Substance comme film politique. Moi, je vois en tout cas. Je suis Ça pas là dépend des pour. points de vue. Je suis pas là pour défendre. Je suis pas là pour défendre The Substance. Mais. C'est vrai que j'ai bien que tu avais pas dit, je ne suis pas là pour descendre, mais pour le défendre. Voilà. C'est que- on peut en parler. On peut en parler, mais je sais pas si. En fait, je sais même pas si ça m'intéresse. Je veux dire, peu importe. De Les gens en Substance. ont assez Les parlé. gens en ont assez parlé. Pour le public, est-ce que ça fait une différence? Mon Dieu, j'aimerais ça te dire oui, mais j'ai l'impression que le public. C'est quoi on n'a pas vraiment de dispositif à part l'absence de popcorn pour encourager une attitude par rapport à un film plutôt qu'à un autre. Il y a l'intimité dont tu parlais, le fait que la salle est petite ou qu'il y a une Les proximité avec discussions l'écran. après aussi. Oui, Là, oui, oui, c'est Parce que, ça. Au Cinéplex, des fois, tu es à peut-être 10 mètres de l'écran. Là, tu es au mieux à 2 mètres. Ouais, mais là, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que c'est un dispositif qui encourage une certaine posture par rapport au film ou c'est en fait, il y a un public qui a déjà cette posture-là? Mhm. Parce que dans les faits, comme nous, on a fait un peu des sondages démographiques sur notre public. On a un public qui est très, très éduqué. Je pense que notre moyenne de maîtrise, de diplôme d'études supérieures, et je serais curieux de savoir au Cinéplex c'est quoi leur moyenne. Bon, peu importe, je ne veux pas parler du Cinéplex, mais juste, en tout cas, on a un public très éduqué, peu importe ce que ça veut dire. Mhm. Disons qu'il y a comme que. C'est ça, un public déjà cinéphile, un des publics qui est déjà, disons, comme sensibilisé aux arts puis à la culture. C'est que j'ai l'impression que c'est peut-être un mélange des deux. C'est sûr que quand l'artiste est présent, quand l'artiste est là après la projection, c'est peut-être le paramètre qui est le plus déterminant pour dicter une attitude. De pas, en plus, il est dans la salle et il regarde le film pendant que tu le regardes. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ça. Disons, tu regardes pas ton téléphone pendant que si tu sais que le cinéaste est derrière ton épaule. Puis que... Bref, mais c'est ça. C'est donc un mélange des deux. Un mélange, je pense, du public qui est attiré par notre proposition et finalement des paramètres qu'on met en place pour qui certainement en fait influencent la manière dont on regarde ces films-là. Moi, un des trucs que j'avais trouvé super chouette dans ces paramètres que tu dis, c'était une projection où on avait été, où il n'y avait pas que le cinéaste aussi. Il y avait la monteuse, je crois, peut-être le chef-op. Et je trouvais ça super de montrer en fait, montrer cette dimension collective du film, même si bien sûr c'est hiérarchisé, il y a le réalisateur et tout, mais en fait de montrer qu'un film c'est fait avec plein de gens. Surtout que là, c'est vraiment un film qui avait demandé un gros travail de montage. Donc en fait, d'avoir la monteuse et de pas juste se résumer au réalisateur, je trouvais ça cool comme geste d'inviter les autres artisans qui ont participé au film. Ben, le plus, parce que c'est sûr que comme disons, la route de la facilité, c'est pas juste ça, parce que c'est toujours un plaisir d'accueillir les réalisateurs. Si vous êtes un réalisateur, que vous avez fait un bon film, vous êtes les bienvenus, vous serez toujours les bienvenus au cinéma public. Mais je pense on essaye aussi à la fois de s'amuser, puis aussi, peut-être que là, c'est un geste de médiation culturelle, d'éviter d'autres types
d'artisans qui ont contribué au film, mais moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est aussi d'inviter des gens qui n'ont pas du tout rapport avec la production du film. Inviter, là, par exemple, ça, c'est un projet qui nous a été proposé. C'est pas un projet qu'on a monté, mais là, les projections littéraires là, en collaboration avec les petites productions. Barre oblique, n'était-ce pas l'été? En tout cas, c'est une super petite librairie sur Saint-Laurent. Donc, eux, ils ont proposé à 2 autrices cette année, Anaïs Barbeau-Lavalette, à Evelyne de la Chenelière, de choisir des films, de venir en parler devant public ensuite. Donc ça, c'est... malheureusement, je n'ai pas pu assister à aucune de ces projections-là cette année, mais c'est l'édition de l'an dernier avec... Je me souviens en tout cas de la discussion avec Olivia Tapiero, qui est une autrice fantastique, qui avait choisi un film d'Herzog, un film de Marguerite Duras, puis ça a été une des plus belles discussions, des discussions les plus enrichissantes qu'on a eues dans notre salle. Puis ça fait, finalement, c'est ça. C'était une autrice, quelqu'un qui avait choisi les films. Je crois qu'il y a des gens qui sont très, très doués pour parler de leurs films. Je crois que quand tu fais des films, c'est pas nécessairement un devoir que tu as de bien en parler. Donc, des fois, c'est pas nécessairement les personnes qui ont participé à la production des films qui sont je trouve, les personnes les plus intéressantes à entendre sur ces films-là. Mais on va, comme je dis, en tout cas, chers artisans du milieu du cinéma, vous serez toujours les bienvenus chez nous. Oui, il y a des cinéastes qui sont connus pour ne pas bien parler de leurs films. Ou pas vouloir en parler du tout, je pense. Bruno Dumont en tête. Ah ouais, pour vrai? Non, là, David Lynch qui se fâche. Desplechin, c'est assez extraordinaire. Il faut prendre l'inverse de ce qu'il dit. OK. S'il dit un truc sur son film, tu prends l'inverse. Ah, d'accord. Et t'as vraiment ce qui s'est passé. OK. Nous, mon Dieu, en tout cas, je ne veux pas commencer à nommer des noms, mais c'est ça. Non, eux, je pense c'est bon. Nous, on se mouillait pas trop là avec Desplechin et Dumont. Desplechin, ouais. Mais ça serait drôle, mon Dieu, Desplechin et Bruno Dumont, ça serait... Quand il y a eu l'annonce, finalement, ça s'est pas fait, mais de Rabat Merzaimesh aussi, c'était incroyable. Ah, OK, ça, on pourra en reparler. On n'a pas perdu espoir de les accueillir. Quel beau teasing. Nous, on avait mis les gangs du Bois du Temple dans la boîte à idées. Ah, c'est vous? Ah, c'est nous. Les 2 personnes. L'avez-vous vu? Non. Toujours pas. Il n'est pas Ah, distribué. Hein. À suivre. Ah, quel beau. Je peux vous dire que c'était un de mes films préférés l'année dernière. C'est vraiment un film extraordinaire. Ça ne m'étonne pas. Quel suspense. On va voir à suivre. En fait, même que... Ah non, ça va. Vous pouvez garder ça dans l'épisode, en fait, parce que on l'avait annoncé. Je peux te dire aussi, en gros, c'est que là, pour l'instant, c'est un projet qui est suspendu. Rabat, si tu nous écoutes, écris-nous. on aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça t'accueillir. Et j'avais une autre question par rapport aux pratiques justement du cinéma. Il y a aussi un autre pendant au cinéma de quartier, comme tu disais, et au Cinéplex. Il y a la Cinémathèque qui a une mission plus, donc, comme c'est dans son nom, de culture, donc de proposer une programmation qui rend compte de l'histoire du cinéma, pour le dire ça comme ça, et de diffuser du cinéma de patrimoine qui soit québécois ici ou mondial. Et vous, comment vous placez là-dedans? Parce que je sais que vous faites aussi du cinéma patrimonial ponctuellement, on va dire. Et comment vous vous placez par rapport à ça, justement? Très heureux que tu poses la question parce que j'y réfléchissais. En fait, quand j'ai réfléchi à ça, il y a un cinéaste expérimental qui est décédé, Malcolm Le Gris, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais qui fait des films magnifiques. Donc, qui nous a quittés, en fait, au courant de la semaine. Puis mon premier réflexe a été, finalement, faire une story, puis de taguer la Cinémathèque pour demander s'il y avait l'intention de faire un cycle pour lui rendre hommage. Puis je me suis un peu posé la question, finalement, pourquoi est-ce que j'ai instinctivement passé à la Cinémathèque plutôt qu'à nous? Après, tu t'es rappelé, moi aussi, je fais de la programmation. Mais bon, ça n'a pas été très long, en fait, de me rappeler pour que disons, d'où venait ce geste, cette impulsion-là. C'est que pour certains types de programmes, surtout les courts-métrages, surtout les films expérimentaux, disons que ça prend une autre type, je crois. C'est une autre expertise que la nôtre. Parce que nous, il y a quelque chose, c'est ça, là, encore une fois, shout-out à mes collègues Charlotte et Guillaume qui sont en charge de ce qu'on appelle le print traffic, là, de recevoir les fichiers, de gérer les fichiers pour
en tout cas, les diffuser, les projeter sur notre écran. C'est dans notre réalité, c'est vraiment, en fait, sur un programme de court-métrage, par exemple, ça va être presque, par exemple, qu'un programme de court-métrage a 5 films, ça va être presque 5 fois l'effort que, finalement, d'un programmé, de paramétrer, finalement, ce qu'on appelle une playlist là, pour un long-métrage. Là. Donc, nous, c'est sûr que autant moi en particulier, justement, je pense qu'on s'est rencontrés à la Lumière collective, j'ai vraiment je pense que ma cinéphilie est même, je dirais presque principalement orientée vers le cinéma expérimental, vers donc des formes de cinéma souvent qui sont plus courtes. Mais je pense qu'il y a quelques trucs à prendre en compte. De un, c'est que le public, c'est pas le même public qu'une salle de cinéma comme la nôtre, c'est-à-dire là, qui propose des... Nous, notre spécialité, c'est finalement de présenter des films à chaque soir, de présenter des films 7 jours par semaine, 365 jours par l'année ou presque. Et que c'est déjà beaucoup d'efforts et qu'il n'y a pas malheureusement un public pour, disons, comme 5 séances du même programme de films expérimentaux à Montréal. Déjà, on est, je pense, chanceux d'avoir une communauté autour de ce type de cinéma-là, mais qui se retrouve aussi à la Lumière collective, eux qui... ont un modèle beaucoup plus ponctuel, qui ont une projection, des fois vision même 3 par mois, mais c'est ça en fonction de la présence des artistes, en fonction des budgets qu'ils ont réussi à récolter. Et la Cinémathèque qui, c'est ça, moi je crois que idéalement, le devoir de la Cinémathèque, ça serait peut-être plus un mandat idéalement d'éducation à l'image. Ce qui est... nous, c'est sûr que ça fait partie de nos préoccupations, mais ça ne peut pas être notre seule préoccupation, vu que nous, on a adopté on s'est spécialisé dans le fait de présenter des films à chaque soir, de devoir aussi compter sur nos revenus de billetterie. Oui, la Cinémathèque, c'est sûr que, en tout cas, je ne sais pas comment exactement elle fonctionne, mais ça serait idéalement, la Cinémathèque, on se rencontre là pour voir des trucs assez plus spécialisés, des trucs... souvent, d'ailleurs, on le voit même dans la manière dans la programmation, du moins dans la salle, en tout cas, la salle principale, c'est des films qui sont montrés 1, 2 fois. Probablement, c'est ça qui ont un fonctionnement plus... ils ont plus de ressources, puis ils devraient avoir plus de ressources pour offrir à la fois la quantité et la qualité, mais un type de programmation plus rigoureuse, ou en tout cas, c'est ça, comme les films rares, en tout cas. On devrait pouvoir aller à la Cinémathèque pour voir les films qu'on n'a pas l'opportunité de voir en salle ailleurs. Moi, je pense que ce serait ça le rêve. Nous, on se donne ici et là la possibilité de programmer du cinéma expérimental. Comme je disais, c'est surtout la Lumière collective là, qui s'est vraiment donné les moyens de programmer du cinéma expérimental, qui s'est équipé en 16 mm, qui s'est équipé en 35 mm maintenant en plus, qui a une programmation qui est plus ponctuelle. Nous, c'est ça, c'est simplement pas... c'est beaucoup plus difficile là, on peut pas programmer de la même manière, en gros, que la Cinémathèque ou la Lumière collective. Et c'est très bien comme ça. Ça nous permet donc, parce que justement, je pense qu'eux viennent chez nous, nous, on va chez eux. La Cinémathèque, on voit souvent des gens de la Cinémathèque dans notre salle, puis nous, on est très souvent là-bas aussi. C'est ça, on a chacun notre spécificité, et voilà. Ça fait une petite cartographie du cinéma à Montréal, où tu peux aller un peu dans les différents lieux selon ce que tu veux chercher. Mm-hmm. Ce qui est plutôt chouette, finalement. Donc, peut-être on va terminer avec une dernière question. Bien sûr. Tu parlais de Rabat Merzalemmech qui allait arriver. Est-ce que il y a d'autres projets? C'est quoi l'avenir pour le cinéma public? En plus, on est en fin d'année et c'est bien fait. Ah ouais. Ah mon Dieu. Les résolutions pour 2025 du cinéma public. Et les projets que je peux parler. Il y en a qui sont, disons, qu'on prépare, mais que je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour se prononcer là-dessus. Malheureusement, on parlait de Rabat, puis là, c'est ça. Rabat, là, on en parle parce qu'on l'avait annoncé, mais on peut pas... c'est ça, c'est incertain, là, le futur de ce programme-là. On a discuté... Pour le mois de février, on va avoir une programmation, je pense. Bon, on aimerait ça avoir une programmation assez extensive pour la Saint-Valentin. Un programme d'histoire d'amour.
Ça, j'ai très hâte. On a déjà flirté avec quelques idées de films. Il y a le programme Hong Kong Blues, qui est un programme de 3 films. Ça a été réfléchi, en fait, par Ariel Esteban Caillé comme finalement une alternative là, au cinéma hongkongais auquel on... populaire dans la cinéphilie, là, entre guillemets, comme Wong Kar-wai, le cinéma de John Woo. John Woo, il est actif à Hong Kong, hein? Oui. Donc, c'est les films que vous n'allez pas voir dans cette programmation-là. C'est des films... Je pense qu'il y a au moins un documentaire. Il y a Blue Island qui a l'air magnifique. Moi, j'ai vu Wood and Water, qui est plus une fiction, mais qui est extraordinaire aussi. Là. Une mère qui va à la rencontre de son fils à Hong Kong. Donc, ça commence en Allemagne. On se rend à Hong Kong. C'est hyper contemplatif, c'est hyper tendre, hyper touchant. Moi, je vous recommande Wood and Water. Et un autre qui s'appelle Dea. C'est un documentaire participatif avec des... Non, en fait, une fiction participative avec des migrantes indonésiennes qui travaillent comme domestiques à Hong Kong. Et il y a eu, c'est ça, en gros, c'est le résultat d'un workshop avec ces femmes-là. Et ça a l'air vraiment super. Donc ça s'en vient le 12 et le 14 décembre. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a plein d'autres choses. On a un cycle, la trilogie du milieu de Fernando Di Leo, qui va être qui faisait des films de gangsters en Italie. Ouais, mais je vous dirais, il y a toujours quelque chose, on a toujours quelque chose dans notre manche. Là, allez sur le cinémapublic.ca pour tout découvrir ça. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on peut retrouver donc, le Cinéma Public sur leur site internet, sur leur page Instagram oui, bien sûr. et Facebook. Cinéma Public MTL pour Instagram. Et pour Facebook, faites juste chercher Cinéma Public. Et on va conclure maintenant nos épisodes avec une petite reco. On va essayer de le tenir à chaque fois. Donc, est-ce que... Reco, précise donc pour nos auditeuristes ce que une c'est recommandation culturelle. Philippe, est-ce que tu as une recommandation culturelle pour nous? Oui, j'ai une recommandation culturelle pour vous. Donc, en ce moment, c'est l'édition en ligne de Media City Film Festival, qui est un festival basé à Windsor, en Ontario. J'ai eu le privilège d'y aller l'an dernier. C'était une expérience inoubliable. Donc, Media City, c'est, comme je disais, moi j'ai un petit billet pour le cinéma, envers le cinéma expérimental. Disons, c'est un cinéma un festival qui se spécialise dans le cinéma exploratoire, dans le cinéma expérimental, et qui a vraiment des programmations, une programmation exceptionnelle, une programmation, je pourrais dire, de rêve même. Et cette année, je ne sais pas c'est quoi la fréquence là, des éditions en salle là, à Windsor et des éditions en ligne, mais cette année, c'est en ligne. Donc, c'est jusqu'au 30 décembre. Là, hier, j'ai regardé un film d'Aaron Farocki, Inextinguishable Fire, qui était... je l'ai vu. C'est difficile à oublier, là, quand il se brûle une cigarette sur la main. C'est sur un film sur le napalm, en fait. Sur le développement du napalm. Et un film sur la médiation de la violence et médiation de la guerre. Je pense que c'est très, très important de voir ça. Parmi d'autres, en fait, justement, sur la question en tout cas... Cette année, ils ont une programmation, encore une fois, géniale. Qu'est-ce que j'ai vu aussi d'autres? J'ai vu... Bref, en tout cas, il y a des films de Rose Lauder, il y a des films de Jocelyn Saab, il y a des films de Rain Vermette, il y a des films de toutes sortes de monde. Vous irez voir ça. Media City Film Festival sur Google 2024. Donc, c'est ce que je recommande. Il y a 70 films en ligne. Oh, wow. C'est gratuit. Ouais, wow. J'ai-tu dit que c'était gratuit? Non, mais tu l'as je le dis. Oh oui, non, c'est ça, c'est vraiment... c'est vraiment, en fait, pour moi, mon plus beau cadeau de Noël jusqu'à maintenant. Les cadeaux de Noël gratuits, je suis d'accord avec ça. Alors, Lydie, est-ce que toi, tu as une reco à nous faire? J'ai une reco. Mieux que 70 films gratuits. Ouais, ça va pas être mieux. On avait été voir pendant le festival Cinémania le film À son image de Thierry de Peretti, qu'on avait beaucoup aimé. Je pense que c'est un de mes films préférés de l'année. Et je suis allée lire le livre dont le film a été inspiré, qui est écrit par Jérôme Ferrari. Et le livre était vraiment absolument génial. J'ai découvert l'écriture de Jérôme Ferrari, qui est vraiment une écriture de très longues phrases qui déroule, mais qui est aussi très drôle. Et je trouvais que l'expérience des deux était super. C'était vraiment pas redondant, parce que Thierry de Peretti, c'est un bon réalisateur qui se pose les bonnes questions sur comment adapter. Donc, voilà. Rapidement, c'est quoi l'histoire d'À son image? Oui, alors on suit une jeune photographe en Corse pendant, on va dire, un des pics du mouvement indépendantiste corse.
Et, Le FLNC. le FLNC, exactement. Et c'est aussi le livre, comme le film, pas mal de travail ou de réflexion sur le rapport à l'image, justement, comme le titre l'indique finalement. Voilà. Et surtout que le livre et le film ne sont pas faits du même point de vue, ce qui permet vraiment d'apporter vraiment des choses différentes. Et tu conseilles de d'abord lire le livre ou d'abord voir le film? Moi, je conseillerais de voir le film d'abord, parce que sinon, je vais citer le critique de cinéma François Bégodeau qui a dit quelque chose avec lequel j'étais d'accord. Il disait que le truc, quand tu lis un livre et qu'ensuite tu vas voir le film, tu vas un petit peu être dans l'attente de voir ce que tu as lu. Ah. Et tu vas peut-être te bloquer une forme de visionnement du film. Donc, moi, je conseillerais d'abord de voir le film. Eh ben, merci. Voilà. Quelle Et toi, belle reco. À voir, à lire. complètement, les deux. À voir à puis tout. à lire. Puis écouter un livre audio, comme ça, on a les trois, Oh. les trois sensations. Et toi, Alex, est-ce que tu as une reco? Vous avez fait 2 recos cinéma, alors moi je vais faire une reco jeux vidéo. La mienne Oh, était ciné-littéraire, s'il te plaît. Ah oui, Vas-y. c'est vrai. Donc en ce moment, je suis en train de jouer à The Messenger, qui est un jeu québécois, qui est un platformer rétro inspiré de la série Shinobi. Donc voilà, si tu incarnes un petit ninja qui... Puis c'est quelle traverse plateforme ça? Ben, en fait, Alors- parle-nous un peu du jeu. Qu'est-ce qui est pour toi en fait qu'est-ce qui rend ça spécifique? Qu'est-ce qui donc rend ça, c'est un platformer donc assez difficile en 2D, en pixel art. Et, donc c'est ça, c'est un jeu assez difficile, mais moi que je trouve extrêmement drôle. Parfait. Ok, Surtout c'est qu'il y a, drôle, super. il y a un mode québécois. Donc, Ah ouais. donc tout le monde parle en québécois. Et il est distinct le mode français et le mode québécois, Oh, ben oui, effectivement. ils font bien. Et, ils font bien. mais au point où le commande, ça s'appelle Python. Bien sûr. Ça Voilà. va de soi. Et déjà, le jeu est Mhm. très Pas très drôle d'étonnement. de base. Mais avec le mode québécois, franchement, ici, les blagues sont encore plus savoureuses. Donc Ok. voilà, je conseille ça. La BO est exceptionnelle, le jeu est très beau. Génial. Et c'est dispo sur toutes les plateformes, je crois. Moi, j'y joue sur Switch, mais je pense que... Voilà, ça a l'air de tourner sur un micro-ondes de toute façon. Donc, Ok. Super. Je vais voir si mon micro-ondes permet, il est compatible. Mais voilà, et ben, merci beaucoup d'avoir écouté cette 2e entrevue de notre podcast. On se retrouve bientôt pour notre épisode top de l'année documentaire Wow, dans génial. 2 semaines. Exactement. Merci à tout le monde. Et Merci. au revoir.